Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises. Donc, petite vidéo sur le crash d'OVNI au Brésil. Que faut-il en penser? Eh bien déjà, il faut bien dissocier le sujet soucoupe volante du sujet extraterrestre. Alors ça peut paraître difficile parce que depuis plus d'un siècle, on associe les deux. Alors qui et on? Les médias, les films, les romans. Donc il y a un travail qui a été fait de façon extrêmement percutante pour que dans notre esprit, soucoupe volante égale extraterrestre. Il faut dissocier ces deux sujets, ce sont deux sujets radicalement différents, et remettre la soucoupe volante dans le contexte qui est véritablement le sien, celui des moyens de locomotion, des moyens de transport. Donc nous avons le cheval, nous avons la charrette, nous avons le vélo, nous avons la voiture, nous avons l'hélicoptère, l'avion, et nous avons la soucoupe volante. C'est dans cette suite de moyens de transport que la soucoupe volante a sa place. Alors, par contre, donc ça, la soucoupe volante, on doit la dissocier de tout le reste, parce que c'est tout simplement un véhicule, un moyen de transport, avec une technologie qui a été gardée secrète par les différents gouvernements du monde depuis longtemps, mais qui n'en est pas moins une technologie on ne peut plus normale et humaine, quoi qu'en pensent certains. Donc, soucoupe volante égale technologie Tesla, et Tesla était un être humain, génial, oui, mais c'est un être humain. C'est Tesla qui, le premier, à ma connaissance en tout cas, a inventé le principe de la soucoupe volante et la technologie qui pouvait permettre effectivement d'annuler la pesanteur. Bon, donc les soucoupes volantes, c'est un sujet. C'est juste une technologie gardée secrète par les gouvernements. Rien de plus, rien de moins. Et les extraterrestres, c'est un autre sujet. On a commencé à croire aux extraterrestres, à ma connaissance en tout cas, vers le XVIIe ou XVIIIe siècle, quand on a commencé à vraiment croire à l'héliocentrisme, puisqu'il y a eu deux étapes. On a commencé à croire que la Terre était ronde, puis on a pensé qu'elle tournait autour du Soleil. Donc pendant plusieurs siècles, on pensait que la Terre était ronde, mais qu'elle était immobile et au centre du monde. Alors, il y en avait aussi qui pensaient qu'elle était plate, hein. Mais je veux dire, la vision actuelle d'une Terre qui tourne dans l'espace, on y est arrivé en deux étapes. Première étape, une Terre ronde. Deuxième étape, une Terre qui tourne et tournoie autour du Soleil. Et c'est quand on a commencé à croire que la Terre tournoie autour du Soleil qu'on est arrivé, là, pour le coup très vite d'ailleurs, à l'idée d'extraterrestre. Alors, quel est le lien? Le lien, en fait, c'est un lien logique. C'est-à-dire que tant que la Terre était considérée comme immobile, et le Soleil tournant autour, le Soleil était petit et pas très loin. Et donc, on avait affaire à une voûte céleste. D'ailleurs, aujourd'hui encore, l'expression existe, voûte céleste, sur laquelle étaient fixées les étoiles. C'est la réalité, hein. Ça c'était la vision juste pour ce qui est du ciel. Mais quand on a dit non, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, ça a impliqué, et là je vais pas détailler pourquoi et comment, mais ça a impliqué, logiquement, que les étoiles étaient situées beaucoup plus loin, à des milliards de kilomètres, etc., et que donc elles étaient beaucoup plus lumineuses, puisque pour que la lumière nous parvienne, il faut qu'elle soit plus lumineuse, plus elles sont loin, hein, logiquement. Et c'est là qu'on est arrivé à l'idée que, en fait, il n'y avait pas un seul soleil, mais plusieurs soleils, et que ces soleils vus de très loin nous apparaissaient comme de simples étoiles. Et donc, s'il y avait d'autres soleils, pourquoi pas d'autres terres tournant autour de ces autres soleils? Donc, c'est l'héliocentrisme, l'idée que c'est le soleil qui est au centre de l'univers et que c'est la Terre qui tourne autour, qui a tout de suite mené les penseurs à l'hypothèse des extraterrestres. À l'époque, c'était qu'une hypothèse, on parlait pas de soucoupe volante, mais voilà, il y avait déjà le germe de l'idée. Désolé pour les klaxons, je sais pas pourquoi tout le monde fait du bruit comme ça dans la rue. Donc, après, il y a eu un moment, je sais pas lequel, parce que ça bien sûr, ils ne le disent pas, les maîtres du monde, où les maîtres du monde ont décidé que c'était utile pour eux de faire croire massivement à l'existence d'extraterrestres. Et pour que cette idée prenne racine, ils ont fait un faux débarquement d'extraterrestres qui a créé une panique aux États-Unis et qui a été justifié ensuite en disant non, c'était des extraits d'un roman lu à la radio. Mais c'était fait de telle façon que les gens ont vraiment cru qu'il y avait une attaque d'extraterrestres et qui se sont rués en panique dans la rue.
C'était un test aussi pour voir à quel point les gens étaient crédules sur ce point-là. Alors il y a eu aussi ce qui est connu comme l'affaire Roswell. Alors Roswell, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a eu effectivement une soucoupe volante qui s'est qui s'est écrasée, et des extraterrestres, entre guillemets, qui ont trouvé la mort. En fait, il s'agissait d'une soucoupe volante russe, technologie humaine, faite par des Russes, tout ce qu'il y a de plus humain, et dedans, les extraterrestres, c'était en fait des enfants qui avaient été déformés par de la chirurgie esthétique, donc là, plutôt inesthétique, et aussi peut-être par autre chose, je sais pas, une espèce de truc génétique, j'en sais rien. Alors ça, pourquoi je le sais? Parce que un livre en parle. Ce livre a été écrit par une journaliste qui a réussi à obtenir les confidences d'un gradé américain qui avait lui-même surveillé l'évacuation de Roswell, etc. Et il a dit ça sur son lit de mort à la journaliste, que effectivement c'était une opération des Russes, une opération contre les États-Unis, une opération psychologique, une psy-op, et que si les Américains n'ont pas dit la vérité à la population américaine, c'est parce que eux-mêmes faisaient la même chose, c'est-à-dire que eux-mêmes faisaient des soucoupes volantes et utilisaient aussi des enfants dans des trucs dégueulasses. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu ouvrir le sujet en public. Et maintenant, on a encore un accident, entre guillemets, de soucoupe volante, mais cette fois-ci au Brésil, et le but est là aussi de nous faire croire à l'existence des extraterrestres. Alors, les extraterrestres, c'est peut-être des hologrammes, c'est peut-être des enfants encore, j'en sais rien. En tout cas, ça sera pas des extraterrestres. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de planète au sens où on l'entend aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on prononce le mot planète aujourd'hui, on pense à une boule de matière solide dans l'espace, alors qu'en fait, une planète, c'est simplement une étoile errante, donc une espèce de petite loupiote, une grosse loupiote, on sait pas trop, mais bon, qui se promène sur la voûte céleste. C'est pas une boule de matière solide sur laquelle des êtres pourraient se déplacer. Puisque la Terre est plate, et immobile bien sûr, il n'y a absolument pas dans le monde d'endroits qui pourraient habiter de la vie, à part bien sûr la Terre. Toutes les étoiles, toutes les planètes, au vrai sens du mot, puisque planète au départ ça voulait simplement dire étoile errante, toutes les planètes et toutes les étoiles sont de simples lumières fixées, ou pas fixées d'ailleurs, sur la voûte céleste, qui n'est pas très très éloignée de la Terre. Donc il n'y a vraiment aucune place, aucun endroit où il pourrait y avoir des extraterrestres, tout simplement. Pour qu'il y ait un extraterrestre, il faut qu'il y ait un habitat, n'est-ce pas? Et donc il n'y a pas de lieu où il pourrait vivre. Donc voilà, c'est exclu déjà. C'est totalement exclu, cette possibilité. Alors ensuite, vous avez déjà entendu certainement parler des petits gris. Les petits gris étaient censés, ou sont censés être des extraterrestres qui, comme par hasard, ont la taille d'enfants. Eh bien, dans un livre qui était un témoignage fort intéressant, écrit par une américaine qui a grandi dans une famille sataniste, elle raconte comment dans les années, je pense que c'est les années 50, peut-être 60, enfin voilà, 50 ou 60, elle a elle-même joué le rôle d'un petit gris, d'un extraterrestre, avec d'autres petites filles. Les petites filles étaient nues, maquillées, et on leur mettait des grosses têtes postiches, et on les a fait monter sur un théâtre, et là elles ont bien senti que les gens qui les voyaient avaient un énorme stress, qu'elles faisaient peur. Donc en fait, elles jouaient des rôles d'extraterrestres. Et du coup, cette femme, adulte, ne croit absolument pas à l'existence d'extraterrestres, puisque elle-même a joué ce rôle-là. Et bon, a priori, s'il y avait vraiment des extraterrestres, ils n'auraient pas besoin de faire jouer le rôle d'extraterrestre par des enfants. Et comme je vous disais, c'est quand même intéressant de noter que les petits gris ont la taille d'enfants, et le corps d'enfant, c'est juste la tête qui est beaucoup plus grosse, avec des yeux bizarres. Mais vraiment, par rapport à la forme des petits gris, il est tout à fait possible, effectivement, de faire jouer ce rôle-là à des petites filles. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc des petites filles nues, maquillées, mais nues, avec des fausses têtes. Des têtes postiches. Voilà. Moi, tout ça me fait penser, moi j'en suis absolument sûre, que les extraterrestres macaches, il y en a pas, Walou, il y a rien. Par contre, des soucoupes volantes, oui, il y en a, ça c'est sûr, puisque c'est une technologie tout à fait rodée, maintenant, puisqu'elle existe depuis au moins les années 40. Alors, pourquoi maintenant veulent-ils nous faire croire à un accident de soucoupe volante au Brésil? Eh bien, je pense que c'est parce que on est rentré dans l'opération Blue Beam, avec débarquement de faux extraterrestres, débarquement aussi de Jésus, etc. Donc toute une vaste opération qui va jouer sur
sur des croyances religieuses et paranormales. Ça va être un mélange de religion et de New Age, et on est censé tout gober comme des crétins. Voilà. Alors, il y a Pascal Trifangui, qui est un lanceur d'alerte, a priori, qui est à fond là-dedans, qui y croit dur comme fer, ou en tout cas il dit qu'il y croit. Je sais pas s'il est de bonne foi ou de mauvaise foi, mais bon, c'est clair qu'il se plante. Hein. Donc il est là pour le coup, sur ce sujet-là, complètement à côté de la plaque. Les extraterrestres, il n'y en a pas, et c'est bien pour ça qu'ils sont obligés de faire jouer ce rôle par des êtres humains. Des soucoupes volantes, oui, il y en a, et c'est juste parce qu'on a subi une propagande constante dans le sens de soucoupe volante égale ovni égale extraterrestre, qu'on associe les deux. Pour bien comprendre ce qu'est une soucoupe volante, il faut tout simplement se dire, eh bien oui, à une époque il y avait le cheval, après il y a eu le vélo, après il y a eu l'avion, et puis il y a aussi la soucoupe volante. C'est du même ordre, c'est des moyens de transport, ni plus ni moins, sauf que celle-là est plus sophistiquée que les autres, et que ça a été gardé secret. C'est tout. Voilà, donc pour le crash bomb, le crash d'extraterrestres au Brésil, c'est tout ce que j'ai à en dire. Autrement dit, il faut absolument pas rentrer dans le jeu d'y croire. À partir du moment où la Terre est plate, il ne peut pas y avoir d'extraterrestres. Là, je vais pas rentrer dans les raisons détaillées parce que c'est un peu technique à expliquer, mais c'est garanti. C'est pas compatible en fait. Terre plate égale pas d'extraterrestres. Parce que pas de planète pour qu'ils y vivent, tout simplement. Hein. Voilà. Donc ça, pour ce sujet, c'est tout ce que j'avais à dire. Alors, est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Je me pose la question. Oui, je vais vous donner un petit peu, faire un petit peu de développement personnel. On vit dans une époque difficile, ça c'est une réalité. On est rentré dans le dernier chapitre du monde, la fin du monde. Et c'est pas la période la plus facile, loin de là, c'est même un euphémisme de le dire comme ça. On est aussi rentré dans une dictature sataniste mondiale qui se préparait, qui mijotait depuis des siècles, mais là, elle est vraiment ouvertement là. Ils veulent, les satanistes, nous faire vivre dans une espèce de cauchemar labyrinthique, ou de labyrinthe cauchemardesque, avec des sens de circulation dans les couloirs, enfin, 3 milliards de règles qui n'ont strictement aucune utilité pour nous, mais qui ont pour but de nous couper les uns des autres, de tuer les relations sociales entre nous, de nous intoxiquer aussi avec le masque par exemple, cause d'hypotoxie. Et concrètement, que peut-on faire? Eh ben, moi, je vous conseille de rêver, parce que pour l'instant, c'est ce qu'on peut faire. Rêver, c'est pas toujours possible, j'allais dire c'est toujours possible, mais non, c'est pas toujours possible. C'est pas toujours possible parce que il faut avoir quand même une forme de liberté mentale. Mais justement, dans la période où on est, où cette liberté est menacée, il est important de la cultiver par le rêve éveillé. Là, j'ai une amie qui a rêvé que elle tuait la reine d'Angleterre. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais en fait, ça commence à être un rêve récurrent maintenant. Donc, il y a déjà eu 4 ou 5 rêves où soit elle, soit d'autres personnes ont rêvé ça. Il faut comprendre que ce qu'on fait en imagination, ce n'est pas rien. D'ailleurs, souvent, on le sent dans le rêve éveillé, parce que on va le sentir parce qu'on sent qu'il y a une forme de difficulté à surmonter. C'est-à-dire qu'un rêve éveillé n'est pas forcément facile, même s'il est agréable. C'est un travail sur son propre mental, mais c'est même indirectement aussi un travail sur le réel, parce que quand on repousse les limites de son imagination, forcément on repousse aussi, même si c'est en différé, on repousse aussi les limites de ses actions. Il y a un livre sur le rêve éveillé qui s'appelle Imagine Action. Pour bien faire le lien, le titre est un jeu de mots qui fait le lien entre l'imagination et l'action. Et c'est vrai qu'il y a un lien étroit entre ce qu'on imagine et ce qu'on fait. Et on doit s'imaginer faire quelque chose pour la faire ensuite.
c'est extrêmement important. C'est pour ça que je vous encourage à rêver. Si vous savez pas comment faire, vous vous répétez les questions suivantes. Pourquoi est-ce que tout est possible? Pourquoi est-ce que ce rêve nous aide à avancer? Pourquoi est-ce que nous libérons notre imagination? Pourquoi est-ce que nous passons à l'action et prenons les choses en main? Pourquoi est-ce que nous communiquons? Pourquoi est-ce que ce rêve se termine très bien? Pourquoi est-ce que ce rêve est de plus en plus agréable? Avec ces questions, déjà, vous avez de quoi faire. Vous les répétez chacune 3 fois. Ensuite, vous prenez un point de départ que vous choisissez un peu au pif. Vous pouvez prendre une couleur, un objet, un animal, une lettre, 2 lettres. Et vous prenez ça comme point de départ et vous vous laissez le droit de rêver ce que vous voulez, sans limite, sans chercher une cohérence particulière. Un rêve n'est pas forcément une histoire bien construite de A à Z, ça peut être plusieurs petits fragments d'histoire, ça peut être très peu logique, c'est pas grave, l'essentiel c'est que ça se termine très bien. Voilà. Alors, vous pouvez le faire tout seul, et je vous encourage à le faire tout seul, mais c'est encore mieux si vous pouvez le faire à 2, et faire des échanges de rêves, comme moi je fais. Moi je fais beaucoup d'échanges de rêves, et ça fait beaucoup de bien. Et les amis avec qui j'en fais, sont bien contentes d'en échanger aussi. C'est un facteur de libération. À l'époque des nazis, il y avait un Allemand qui avait rêvé que il était interdit de rêver. Son rêve reflétait l'emprise psychologique très très forte qu'avait le nazisme sur les esprits. Donc il a rêvé qu'il était devenu interdit de rêver, et que du coup on ne rêvait plus que de formes et de couleurs, enfin il y avait plus de vraiment de rêve au sens propre, au sens strict. Ça montre que l'emprise psychologique, la dictature, elle va jusque dans le sommeil, jusque dans le subconscient. Et c'est aussi à ce niveau-là qu'il faut lutter contre elle. C'est-à-dire que dans la mesure où la dictature va avoir une emprise qui va s'étendre jusqu'au subconscient, c'est aussi au niveau du subconscient qu'il faut se débarrasser de cette emprise. Et c'est à ça que sert le rêve éveillé. Là, par exemple, j'ai une amie avec qui j'ai échangé des rêves, et puis je lui ai donné comme point de départ un virus. Ce virus, elle l'a coupé en 1000 morceaux, et c'était pour elle un rêve agréable, avec un sabre, en mode Kill Bill. Une autre, je lui ai donné aussi comme point de départ le virus, et là aussi, elle s'en est débarrassée. Alors, pour le coup, il était devenu une espèce de balle de ping-pong, et elle jouait au ping-pong virus, mais au final, elle s'en est débarrassée aussi. Tout ça, ça peut paraître juste des rêves, etc. Mais, et là je parle vraiment en connaissance de cause, à la fois à la lumière de tout ce que j'ai lu, mais aussi de tout ce que j'ai vécu. Et à la lumière aussi de tout ce que je connais de la psychologie, et franchement j'en connais vraiment un rayon, et du développement personnel, n'en parlons pas, très très important aussi, le développement personnel. Donc à la lumière de tout ça, de mes connaissances, et de mon expérience, et des expériences que j'ai vues, enfin, de ce que je sais des autres aussi, je peux vous dire que vraiment, le rêve éveillé, c'est une porte vers le changement, le vrai changement, le changement concret. Si vous voulez quelque chose, il faut que vous l'imaginiez. Vous ne pouvez pas vous contenter de savoir ce que vous ne voulez pas. Si vous savez par exemple que vous ne voulez pas de la dictature sataniste mondiale, eh bien ça ne suffit pas. Il faut savoir aussi ce que vous voulez à la place. Il faut imaginer ce que vous voulez à la place. On ne peut se battre efficacement contre que si on a un objectif positif derrière. C'est un principe de base du développement personnel, mais il est totalement vrai et exact. Et c'est valable pour absolument tout. Vous ne pouvez pas, par exemple, vouloir ne plus être seul. C'est un objectif beaucoup trop négatif. Il faut vouloir être en couple, par exemple, ou avoir plein d'amis. Si votre but est de rompre la solitude, eh bien, tout ce que vous obtiendrez, c'est de la solitude. Parce que votre objectif est défini négativement et que vous gardez les yeux vers ce que vous ne voulez pas. Bon, là, je vous dis quelque chose qui est très très connu dans la langue personnelle, mais c'est quelque chose qui est tellement fondamental et qu'on a tendance toujours à oublier, c'est-à-dire que même quand on connaît très très bien ce sujet-là et qu'on a déjà expérimenté, on peut oublier encore une fois ou deux qu'on doit se concentrer sur ce qu'on veut et pas sur ce qu'on ne veut pas. Donc, pour se concentrer sur ce qu'on veut, un des moyens que je connais et qui est vraiment simple et efficace, c'est de l'imaginer en détail. Plus vous imaginez en détail ce que vous voulez vraiment, plus vous serez capable et à même de vous diriger vers cet objectif qui vous tient à cœur. Donc c'est une démarche absolument essentielle à faire et à refaire très souvent,
se demander à soi-même qu'est-ce que je veux, et se donner le droit de l'imaginer, sans limite, sans laisser voix aux critiques intérieures qui va dire non mais c'est pas possible, laisse tomber, ou tu rêves, mais pour qui tu te prends. Donc tout ce discours intérieur très critique qu'on peut avoir vis-à-vis de soi-même et de ses rêves, il faut le neutraliser au moins le temps du rêve, et se donner le droit de rentrer pleinement dans son rêve et de le vivre avec le plus d'intensité que possible, et de faire un rêve qui soit totalement satisfaisant et agréable, sans se demander ouais mais ça c'est pas possible, ouais mais ça c'est pas réaliste. Bah oui, on est dans un rêve, donc c'est normal que ce soit pas réaliste, et c'est pas le but recherché. Le but recherché c'est pas le réalisme, le but de chercher c'est d'arriver à une solution imaginaire qui soit satisfaisante, très satisfaisante pour soi. Voilà. Bon, ben j'espère que ça vous aura intéressé, c'est un point tellement essentiel, en fait il faudrait en reparler régulièrement parce que c'est un point très 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 important. Cette question de sur quoi vous focalisez-vous. Il faut se focaliser sur ce qu'on veut. Et donc ça doit être défini en termes positifs et pas sur ce qu'on ne veut pas. Donc ne cherchez pas à rompre la solitude, cherchez le grand amour ou l'amitié, mais pas ce que vous fuyez. Donc concentrez-vous sur vraiment ce que vous voulez. En voiture, vous gardez pas les yeux fixés sur le fossé que vous cherchez à éviter, vous regardez devant vous dans la direction où vous voulez aller. Et c'est encore plus vrai dans la vie. Il faut garder les yeux fixés sur ce qu'on désire, ce qu'on souhaite. Même si ça nous paraît irréaliste et invraisemblable, il faut rester focalisé sur ça. Bon, bien sûr, c'est bien aussi d'être prêt psychologiquement à être déçu et se dire, bah si ça n'arrive pas, c'est pas la fin du monde. Ça c'est bien aussi, c'est une espèce de sécurité qui fait que si on tombe, on ne tombera pas trop. Donc il faut être prêt à tout, bien sûr. Mais là, 99% du temps, il faut garder les yeux fixés sur ce qu'on veut vraiment et absolument pas ne pas se concentrer sur ce qu'on ne veut pas. Même si on se dit quand même qu'on est prêt aussi à accepter ce qui vient, quoi. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt, les Gaulois et les Gauloises, résistants à la dictature sataniste mondiale. Si je vous appelle Gaulois, je vous rappelle ou je vous informe que ce n'est pas parce que je vous prends pour des Français de souche, c'est pas ça, mais parce que les Gaulois ont résisté contre l'Empire romain, que Astérix et Obélix résistent encore et toujours à l'envahisseur, et que nous sommes les héritiers de tous ces résistants, et nous avons aussi comme autre point commun avec les Gaulois que nous voulons une vie plus saine et plus naturelle, avec moins de béton et plus de fleurs. Voilà, sur ce je vous dis à très bientôt les amis.